tourner vers le Venezuela ce matin, qui a été, ébranlé par 2 séismes là, extrêmement violents. Le bilan est déjà très lourd, au moins 32 morts, 700 blessés. On compte par dizaines des immeubles qui sont détruits, ce qui fait bien sûr craindre le pire là, pour la suite des choses. Georges Mercier est analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, on sent, depuis le président Trump a déjà commencé à s'exprimer sur cette question-là. Là, ce sera intéressant de voir un peu comment les Américains vont intervenir, parce que, on connaît toute la genèse aussi de ce pays, le Venezuela, qui a été au cœur de l'actualité via certaines interventions américaines. Ben, tout à fait, c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle relation entre les Américains et les Vénézuéliens qui s'est installée depuis janvier. Et là, ce tremblement de terre-là, ça représente un test. Autrement dit, est-ce que les Américains vont être là pour soutenir leurs nouveaux amis ou ceux qu'ils présentent comme des nouveaux amis? D'autant plus que l'État de Delcy Rodriguez, on ne sait pas s'il est suffisamment compétent pour faire face à une crise d'ampleur comme ça. Donc, si les Américains, bel et bien, envoient des hommes au sol, envoient des secouristes, c'est une bonne preuve qu'ils sont prêts à venir en aide à leurs alliés. Et ça pourrait renforcer cette relation-là qui, jusqu'à maintenant, était basée sur la coercition et sur la force militaire. Donc, si les Américains se présentent comme ça, c'est une bonne chose, d'autant plus que les Chinois sont très bons dans ce genre de situation-là pour venir aider des populations en péril. Donc, voilà le test qui se présente. Parlant de Trump, il a reçu un savon de la part de certains sénateurs républicains. Ça va de plus en plus mal pour Donald Trump. Hier, mercredi, vous avez le lunch des sénateurs. Et Trump est invité à venir s'exprimer là-bas parce qu'il y avait plusieurs anicroches entre le président et les sénateurs républicains. Et là, apparemment, ça a viré à l'engueulade. Le ton aurait monté, notamment entre Bill Cassidy, ce sénateur qui a été évincé lors d'une primaire, et Donald Trump, non seulement au sujet de la guerre en Iran, mais aussi parce que le président américain, depuis plusieurs mois maintenant, a une obsession, et je pense que c'est pas trop fort de parler d'une obsession, c'est ce qu'on appelle le Save America Act. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une loi électorale qui demanderait essentiellement aux Américains de prouver qu'ils sont bel et bien américains lorsqu'ils s'enregistrent sur les lois électorales et de montrer une pièce d'identité avec photo lors d'élections. Ça paraît raisonnable, tout ça. Le gros problème, c'est qu'au niveau du Sénat américain, les votes ne sont pas là. Ils ont besoin de 60 votes pour faire adopter cette loi-là. La majorité républicaine est trop petite. Tous les démocrates sont opposés parce qu'on craint que ça empêche certains électeurs de voter par la suite. Et Donald Trump est persuadé, et là j'insiste sur le persuadé, que sans l'adoption du Save America Act, les élections ne seraient pas libres et démocratiques et équitables, et donc il serait biaisé contre lui. Le problème, c'est qu'il est prêt à mettre en jeu une panoplie d'autres pièces de législation qui pourraient lui être utiles pour forcer l'adoption de la loi, notamment une législation au sujet du logement. Puis on sait qu'aux États-Unis, le logement, comme au Canada ou ailleurs, est un enjeu électoral majeur. Ça coûte trop cher, il n'y a pas assez de maisons, il n'y a pas assez d'appartements. Et là, pour une des rares fois, les démocrates et les républicains avaient réussi à travailler ensemble pour proposer une nouvelle loi qui aurait amélioré tant bien que mal l'offre de logement. Qu'est-ce que Donald Trump fait hier? Eh bien, il dit « Je ne signerai pas cette loi-là si vous n'adoptez pas mon Save America Act ». Donc, il throw under the bus en bon français, un effort bipartisan qui aurait pu l'aider à l'approche de l'élection de mi-mandat pour cette loi-là. Et ça montre quand même à quel point il est prêt à mettre en péril son propre agenda législatif pour ses ambitions, en l'occurrence personnelles ici. D'ailleurs, Trump qui a eu une journée assez occupée. Il a reçu à la Maison-Blanche celui qui est à la tête de l'OTAN. Trump a été extrêmement critique à l'endroit de l'OTAN au fil des mois. Il disait que, dans le fond, essentiellement, tout passait par lui. Que c'est un peu lui qui tenait ça à bout de bras, l'OTAN, que les autres pays ne faisaient pas leur part. Lorsqu'il a demandé de l'aide, entre autres, dans certaines situations, qu'il n'y a personne qui est venu à sa rescousse, ça plaçait son homologue dans une position assez particulière hier. Là. Mais un homologue particulier, parce que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, s'est trouvé une capacité assez formidable de séduire Donald Trump. On dit qu'il chuchote à son oreille. Il l'avait appelé Daddy récemment lorsque Trump avait conduit les pays de l'OTAN à augmenter leurs dépenses militaires. Il faut dire que le président américain considère que les pays européens, notamment, sont essentiellement une gang de profiteurs au niveau de la défense. D'un point de vue historique, Trump n'a pas tout à fait tort là-dessus. C'est vrai que les Américains
Américains ont assumé un fardeau de défense beaucoup plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les pays européens. Ben, le Canada, ça a été Ben, une vraie farce au c'est la fil même des chose. ans, à quel point on n'a pas payé notre juste part. Oui, mais ce que Trump a toujours eu de la misère à comprendre, c'est que le deal, essentiellement, c'était oui, les Américains paient plus, oui, les Américains ont la dissuasion militaire, ils ont des satellites, ils ont des capacités que les autres n'ont pas. En contrepartie, ils ont un rôle de leadership et ils peuvent, en quelque sorte, dicter la politique de ces autres pays-là en matière de défense. Donc oui, les Américains payaient plus, mais en contrepartie de ce paiement plus élevé, ils avaient un pouvoir beaucoup plus grand sur les membres de l'OTAN. Bon, Donald Trump ne comprend pas cette logique-là. Il est dans une logique purement comptable. Je paye plus, j'ai pas de soutien, donc je devrais payer moins. Et ce qui s'est produit, c'est que les pays européens ont augmenté leur défense. Il y a bel et bien un effort qui est mis en place pour avoir une part plus importante du fardeau de défense. Et ça, il ne le reconnaît pas. Et si bien qu'on se retrouve dans une situation où Mark Rutte doit toujours aller à Washington pour lui rappeler que non, les choses ne vont pas si mal et tenter de le garder tant bien que mal dans l'Alliance. Mais y crois-tu vraiment à cette menace-là, tu sais, de Trump? Tu sais, qui veut se retirer de l'OTAN, puis arrangez-vous avec vos troubles. Est-ce qu'il faut réellement prendre cette menace-là au sérieux ou c'est un peu sa tactique de négociation, ce qu'il a essentiellement toujours fait là, depuis, depuis des années? Il y a deux enjeux ici. Il y a l'enjeu légal, parce que Marco Rubio avait participé à un effort législatif pour faire voter une loi qui empêche le président américain de se retirer unilatéralement de l'OTAN sans l'aval du Sénat. Donc, légalement, Trump ne pourrait pas simplement déclarer que les Américains ne sont plus membres de l'OTAN. Au niveau pratique, toutefois, il y a un problème de confiance. C'est que si on met de la confiance entre les alliés, ce qui faisait vraiment la force de l'Alliance, c'est-à-dire pas seulement l'engagement légal, mais l'engagement pratique, la coopération dans les exercices militaires, dans le partage de renseignements, toutes ces choses-là, mais ça peut être miné. Et donc, si on vide l'Alliance de son sens profond, évidemment, elle est mise en danger. Cela étant dit, les sénateurs républicains, les sénateurs démocrate, une large part de la population américaine est toujours favorable à l'OTAN. Moi, je me souviens, je vais souvent en Caroline du Nord, puis je passe par l'aéroport de Norfolk, qui est la base de l'OTAN en Amérique du Nord, et on est très fiers de montrer les bannières de l'organisation. Tu parles de Marco Rubio. Lui, c'est un peu, souvent un peu comme le concierge. Il passe un peu derrière le président, réparer les pots cassés. C'est ce qu'il va faire, là, lui, au Moyen-Orient. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, parce que les monarchies du Golfe qui sont alignées sur les Américains et qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité militaire, pour la dissuasion notamment envers l'Iran, ne sont pas du tout de bonne humeur en ce moment en raison de l'accord qui a été passé. Ils jugent qu'on donne trop à l'Iran, qu'on ne s'attaque pas au programme de missiles balistiques qui, eux, les menacent. Donc, Marco Rubio s'en va dans le Golfe pour justement réparer les pots cassés, jouer un peu à la nourrice qui viendrait soigner cette relation-là. Est-ce que ça fonctionnera ou non? On verra. Ce qui est très intéressant au Moyen-Orient en ce moment, c'est que pendant longtemps, les Américains ont assuré les garanties militaires, mais étaient aussi le principal partenaire économique. Désormais, les Américains continuent de garantir de la sécurité militaire, mais ne sont plus du tout le principal partenaire économique. C'est la Chine. Si bien que les Américains protègent un peu un marché duquel ils ne profitent pas, et à long terme, peut-être ça va mener à un désintérêt des Américains envers le Moyen-Orient. Ce qui va être très intéressant de voir, Alexandre, c'est est-ce qu'ils vont bel et bien engager les ressources pour réparer les bases militaires là-bas qui ont été endommagées par les Iraniens? Ça nous donnera une bonne indication de leur implication là-bas. Merci beaucoup, Georges. À bientôt.